Bonjour. Alors, ils vont découvrir dans cette exposition Austrasie, le royaume mérovingien oublié, effectivement un royaume dont le nom ne leur dit sans doute pas ou plus grand chose, un royaume qui est né en fait à la mort de Clovis, donc le premier roi des Francs, et dont a hérité son fils aîné Thierry Ier. Et ce royaume, alors on parle d'un royaume mérovingien, en fait, c'est un royaume, en fait, c'est le royaume des Francs. Les Francs, les Mérovingiens, en fait, sont confondus. Les Francs, ce sont donc ces peuples venus de l'Est, de l'Europe, qui ont été alliés, ennemis des Romains, et qui finalement vont s'emparer, en la personne de Clovis, de la Gaule romaine, et qui vont s'y établir, et qui vont établir à la suite de Clovis donc plusieurs royaumes. Et on les appelle également effectivement mérovingiens, puisque l'ancêtre mythique de Clovis serait un certain Mérové. Donc en fait on va se situer ici entre on va dire 511, c'est la mort de Clovis, et la fin du 7e siècle pour les objets qui seront présentés dans l'exposition, et l'histoire du royaume d'Austrasie qui va être contée aux visiteurs. On en sait de plus en plus grâce à une réétude des textes. Il y a quand même assez nombreux textes mérovingiens. Alors la plupart étaient sur papyrus, donc on en a perdu beaucoup. Mais on en a tout de même qui sont préservés, notamment aux archives nationales. Et l'archéologie sur cette époque a fait quand même des progrès fulgurants ces dernières années, notamment grâce aux fouilles archéologiques qui ont été menées par l'INRAP dans la région Grand Est, puisque le cœur, le berceau de l'Austrasie, c'est effectivement ce triangle entre Cologne, Trèves, Reims, et c'est la raison pour laquelle cette exposition a lieu d'abord à Saint-Dizier, puisqu'on a fait des découvertes archéologiques majeures à Saint-Dizier, et donc la ville de Saint-Dizier a voulu porter ce projet pour faire redécouvrir ce royaume oublié. Il y a eu de nombreuses fouilles qui ont été réalisées suite à la construction, par exemple, de la LGV, la ligne grande vitesse, donc du TGV, ou par des décapages de l'INRAP qui ont pu être réalisés pour des constructions d'autoroutes. Donc ça a permis des fouilles comme ça assez extensives qui ont mis en évidence l'habitat. Et notamment ici, le site de Prégny, en fait, est un site qui a révélé un village austrasien, où on a trouvé alors effectivement de la vaisselle assez commune, donc pour cuisiner, pour manger, pour stocker des aliments, mais aussi des outils d'artisans. Et ça, c'est ce qui est intéressant par rapport aux habituels fibules ou armes qu'on trouve dans les tombes. On a par exemple un marque-point de cordonnier, donc ce qui permettait de faire tous les petits trous à travers lesquels on passait les lacets. Des alènes qui sont ce qui permet de percer le cuir, et puis ici un tranché de cordonnier pareil qui permet vraiment de couper le cuir. Et puis alors un outil aussi caractéristique de l'époque, et c'est intéressant de le voir, c'est la fiche à bélière. Alors c'est ce que vous voyez ici. C'est un peu le couteau suisse du mérovingien. Donc c'est une tige avec une boucle, donc on accroche à sa ceinture, et avec cette tige on peut tout faire, on peut percer, on peut fouiller, on peut gratter. C'était un peu l'ancêtre de l'outil à tout faire. Dans les campagnes, donc on a effectivement un habitat, on va dire traditionnel des villages, l'essentiel de la population y habite, et on a aussi des nouveaux lieux de pouvoir qui vont apparaître dans les campagnes. Alors il faut savoir que les souverains mérovingiens, les souverains austrasiens vont avoir aussi des palais dans les campagnes, parce que c'est là que se concentre la richesse, c'est là qu'on a des terres que l'on cultive, et c'est aussi à cet endroit que vont s'implanter les monastères qui se développent en ce début donc du Moyen-Âge. Alors on va prendre ici l'exemple d'un petit monastère de femmes, celui de Hamage dans le nord, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble à cette époque. Ce n'est pas du tout le monastère auquel on pourrait penser avec les pierres, l'appareillage que l'on connaît plus tard. En fait,
le monastère d'Amage, ça ressemble exactement au village de Prégny. C'est un petit village avec des maisons en terre crue, avec des toits de chaume. Et dans ce monastère, donc qui se trouvait actuellement, enfin c'est près de Douai, donc le long de la Scarpe, on a retrouvé donc un certain nombre de vestiges qui évoquent la vie quotidienne de ces moniales. On voit par exemple ces gobelets qu'elles utilisaient au quotidien et sur lesquels sont gravés leurs noms. Par exemple, ici c'est le nom de Hoghilde. Hoghilde, donc ça effectivement particulièrement mérovingien. Ça prouve que Hoghilde savait lire et écrire. Et c'est le cas de la plupart des moniales. Et on sait également que ces moniales, sans doute, étaient celles qui recopiaient les manuscrits. Ce n'était pas que dans les monastères d'hommes, c'était aussi les monastères de femmes où ces manuscrits mérovingiens étaient recopiés. On parle des monastères comme nouveaux lieux de pouvoir. Il y a des lieux de pouvoir par contre qui persistent, qui n'ont pas disparu. Ce sont les cités d'époque gallo-romaine qui vont devenir à cette époque des villes évêchés. C'est-à-dire que le pouvoir administratif en fait, qui était à la tête de ces cités va désormais prendre la forme en fait, d'un pouvoir religieux avec l'évêque à la tête des cités. Alors cet évêque, il défend ses administrés, il écrit au souverain austrasien pour réclamer de l'argent, pour expliquer les problèmes de la cité, et c'est un personnage éminent. Par exemple, ici, on a des objets qui ont été trouvés en 1974, en fait, en dessous de l'abbaye Saint-Èvre, à l'emplacement de l'abbaye Saint-Èvre de Toul, en Meurthe-et-Moselle, et ils ont été tournés dans une tombe qu'on identifie comme celle de l'évêque de Toul, Andulus. Alors Andulus, on voit qu'on retrouve un anneau en argent, symbole sans doute de son pouvoir, une fibule avec un décor comme ça en pâte de verre, et surtout un éperon qui est damasquiné, donc une technique assez riche de décor, un éperon qui prouve qu'Andulus avait un cheval, monté à cheval, et à l'époque, effectivement, c'est tout de même assez rare. Seuls les guerriers qui font partie de l'aristocratie en possèdent en honte, les souverains et effectivement les évêques. Le pouvoir religieux dans la cité, il va se traduire d'un point de vue architectural, puisqu'on va avoir la construction d'un certain nombre d'églises, de cathédrales. Malheureusement, ces éléments sont assez peu retrouvés, puisque le christianisme se développe à cette époque. Clovis se convertit au christianisme, et la plupart des Francs qui l'accompagnent également, la population gallo-romaine étant déjà largement christianisée. Alors ces églises, elles vont disparaître parce qu'elles vont être détruites et reconstruites pour être agrandies. Mais parfois, on a réussi à préserver un certain nombre d'éléments architecturaux, comme ici cet ambon qui provient de l'abbaye d'Echternach, donc au Luxembourg. Alors un ambon, qu'est-ce que c'est ? Un ambon, c'est une tribune dans laquelle se plaçait en fait l'officiant, le prêtre, pour lire des textes saints. Et donc c'était effectivement un élément important pour la liturgie, qui était particulièrement décoré, donc ici avec des motifs géométriques assez typiques de cet art mérovingien. Et ces plaques de cet ambon, elles ont été préservées parce qu'elles ont été réutilisées en fait dans un cadre funéraire. Sinon, comme quasiment le reste de l'architecture de cette époque, ça aurait disparu. Donc c'est pour ça qu'on a ici finalement que de très rares témoignages avec un élément par exemple de chapiteau ou des éléments de plaques funéraires qui permettent d'évoquer cette architecture mérovingienne. Le christianisme se développe au début de ce Moyen-Âge, mais la population austrasienne ne se définit pas par rapport à sa religion. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou parce qu'on est païen que l'on a un statut particulier dans la population austrasienne. Ce n'est pas non plus en fonction de son origine ethnique, parce qu'on aurait pu croire que les Francs venant de l'Est, donc c'est issu en fait de populations germaniques, comme ils allaient prendre le pouvoir,
aller donner plus d'importance finalement à ceux qui leur étaient proches, et qu'au contraire la population autochtone d'origine gallo-romane en aurait moins. Ce n'est pas du tout le cas. À cette époque, la classification finalement de la population est assez classique, c'est-à-dire qu'il y a les personnes les plus riches tout en haut de la société et les plus pauvres tout en bas. Et plus on se rapproche effectivement du souverain, ce sera parce qu'on est riche. Donc il y a des possibilités d'ascension finalement sociale, et peu importe finalement votre origine ethnique, c'est effectivement votre richesse économique qui va vous conférer un statut. Alors ce statut ici va être évoqué dans cette deuxième section, vivre et mourir en Austrasie. En bon archéologue, on commence par étudier donc souvent d'abord les nécropoles, c'est ce qu'on a retrouvé en premier, donc on étudie les morts. Évidemment, les morts qui peuvent refléter une partie du mode de vie des vivants, même s'il faut toujours prendre ceci avec des pincettes. Et on retrouve finalement dans les tombes cette classification sociale. Alors, on a voulu présenter ici des tombes de personnes plus pauvres et de personnes plus riches. Parce qu'effectivement, ce serait un petit peu parfois... Dans les expositions, on veut présenter de beaux objets, on a tendance à présenter que des tombes riches. C'est un peu faussé l'image que l'on peut avoir de la population. On a présenté ici une tombe d'une personne pauvre, entre guillemets, de l'élite locale en fait, du village de Prény, puisqu'il y avait une nécropole à côté de ce village. Donc un matériel funéraire, un mobilier funéraire assez simple, un scramasax, un couteau, pour une tombe donc, de la fin du XVIIe siècle. Et ici en fait un ensemble en fait, de garnitures de ceinture avec une plaque boucle, une contreplaque et une plaque dorsale damasquinée avec de l'argent et du laiton. Donc ça prouve que c'est une personne qui était quand même suffisamment riche, mais un mobilier très simple. De l'autre côté, on a ici une tombe en fait, du début du VIe siècle qui a été découverte à Saint-Dizier, donc la ville partenaire pour le montage de cette exposition. Et c'est la tombe d'un jeune chef. Et on voit déjà la quantité de mobilier qui est beaucoup plus importante et la qualité des objets. Déjà, l'armement en fait est tout à fait différent. On va trouver ce qu'on appelle un angon, alors qui est une arme assez rare et c'est vraiment une arme de l'élite. Donc il faut imaginer qu'ici on a toute cette partie qui est en fer avec cette pointe et il manque ici encore toute la hampe en bois qui devait être quasiment tout aussi longue. Donc une sorte vraiment de javelot de combat. Une épée qui est quand même beaucoup plus longue, un petit scramasax également, une hache de jet, dite appelée parfois aussi francisque, qui est un peu, on va dire, l'arme fétiche des Francs. Donc, outre cet armement, on sait qu'il possédait un cheval. On a trouvé une tombe de cheval à côté de la sienne. Et alors, il n'est pas enterré avec son cheval est à côté de lui, mais par contre, il est enterré avec les éléments d'harnachement de son cheval, et dont certains, comme ici le mort, sont également damasquinés, donc avec une incrustation de fils d'argent. Ce jeune chef également possédait dans ce qui l'accompagnait donc une boucle en cristal de roche, sans doute à sa ceinture, et une aumônière qui était fermée donc par un fermoir qui est orné en fait de grenats, ce qui est assez classique, technique du cloisonné, mais également avec un lapis lazuli. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ça n'a jamais été découvert ailleurs pour la période mérovingienne, puisque le lapis lazuli vient d'Afghanistan. Donc ça veut dire que cette personne, en tout cas, avait accès à un réseau d'échanges commerciaux très important. Donc ça confirme déjà un statut très important pour ce guerrier. Ce guerrier, on a pu aussi identifier un certain nombre d'éléments sur son épée qui peuvent permettre d'expliquer pourquoi il paraît aussi riche, ce guerrier. On voit ici mieux sur la reconstitution. Il y avait effectivement sur son épée 2 anneaux entrelacés, symbole sans doute du lien qu'il y avait entre lui et le souverain austrasien. Et peut-être faisait-il partie finalement d'une troupe d'élite, la Trust en fait, qui est le cercle rapproché autour du souverain.
Cela permettrait d'expliquer pourquoi il a été envoyé en mission en fait, du côté de Saint-Dizier, finalement dans les marges du royaume, un endroit où il fallait contrôler finalement les frontières et on pouvait avoir finalement des sortes d'envoyés spéciaux, des troupes d'élite qui étaient envoyées. Il faut savoir que ce jeune chef, sa tombe a été découverte donc en 2002 à côté d'une tombe féminine et d'une tombe masculine, celle d'un chef plus âgé. Et ce sont des personnes qui avaient à chaque fois finalement un statut, on voit, privilégié sur un petit promontoire, une éminence par rapport au reste du village et de la nécropole. Et des personnes donc, qui avaient un mobilier qui les entourait, donc très riche, mais on voit aussi des personnes qui étaient en bonne santé, des personnes très grandes. Il mesure plus d'1,80 m, notre guerrier de Saint-Dizier, ce qui est quand même voilà, une taille significative pour l'époque. Sur l'épée, en fait, sur le pommeau, en fait, on a ici une inscription donc qu'on retrouve ici évidemment sur l'original en écriture runique. Donc cette écriture qu'on retrouve en Scandinavie et aussi donc, chez ces peuplades en fait d'origine germanique. Donc une écriture un peu mystérieuse qui a pu ici être déchiffrée. Donc ce qui est écrit en fait en runes, c'est alu, qui signifie bière. Alors c'est sûr que ça peut interroger quand on dit ça, pourquoi est-ce qu'on doit inscrire bière, donc la bière, vraiment la boisson, sur la garde de son épée. Il faut savoir que chez les Francs, la bière, dans les rites païens qu'ils avaient pu encore amener avec eux, était utilisée fréquemment pour faire des offrandes, pour faire des libations. Donc il y a sans doute peut-être un pouvoir protecteur au fait d'inscrire le nom de cette boisson sur son épée et ça ne signifie pas un amour immodéré, en tout cas pour la bière, même si effectivement les Francs consommaient de la bière, mais ils consommaient aussi du vin, ce qu'on va voir tout de suite après. En règle générale, en Austrasie, on se porte assez bien, c'est-à-dire qu'on est plutôt bien nourri. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont vécu avec des handicaps, c'est-à-dire des personnes qui ont eu des fractures et qui se sont plus ou moins bien ressoudées, des personnes qui ont boité toute leur vie, des personnes qui avaient des hernies. Et pour autant, ces personnes, elles ont vécu finalement suffisamment longtemps. Ça veut dire que la communauté les a protégées et qu'elles ont pu vivre tranquillement. Ça remet en cause cette idée d'une époque en fait très rude. Bien sûr que c'était rude parce qu'on n'avait pas les moyens de soigner toutes les maladies que l'on a aujourd'hui. La preuve, c'est que des simples caries, on voit que on perd très facilement ses dents à cette époque. Forcément, on consomme beaucoup de céréales, mais pour autant, on est dans une société où on peut prendre aussi soin les uns des autres et où le climat n'est peut-être pas le même que lors de la Pax Romana, mais il y a sans doute quand même un caractère assez paisible à la vie dans ces communautés. Et puis on essaye effectivement de soigner au mieux ceux qui sont malades, alors parfois avec des tentatives, comme par exemple ici des opérations sur les crânes, ce qu'on appelle des trépanations. Donc en fait on a creusé des trous. Alors pourquoi? Peut-être que les personnes avaient mal au crâne, peut-être que c'était une sorte de rituel pour faire échapper le mal. Ces opérations n'ont pas toujours causé la mort des malades. Au contraire, ils ont survécu, ça s'est cicatrisé. Donc, en tout cas, ça contrebalance un petit peu l'idée qu'on a de ces temps qui seraient des temps barbares, parce qu'on est au début du Moyen-Âge et que c'est la fin de l'époque romaine. Au contraire, il y a vraiment une continuité, là aussi, d'un point de vue de l'état sanitaire de la population. On a pu retrouver un certain nombre de graines carbonisées, donc qui nous éclairent sur ce qui était consommé. Évidemment, on cultive des plantes pour se nourrir, mais également
pour fabriquer des objets. On cultive par exemple le lin pour le tissage, pour nourrir les animaux. Alors c'est le cas de l'avoine. Alors effectivement, on ne consomme pas forcément l'avoine à cette époque en Austrasie, ou en général à l'époque mérovingienne. Il y a un petit échange comme ça entre un habitant, on va dire un franc, et un écossais, puisque les écossais déjà à cette époque, eux, le consommaient sous forme de porridge. Et pour les mérovingiens, c'est hors de question, c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux chevaux. Donc on a aussi des céréales qui par contre, des légumineuses qui aujourd'hui sont plutôt destinées en fait à nourrir le bétail, comme les févroles. Alors je vais essayer d'en montrer un petit peu, voilà. Qui étaient consommés au même titre que les pois ou les lentilles par la population. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à trouver dans le commerce. En tout cas, ce n'est plus destiné facilement à l'alimentation humaine. Alors après, on consommait effectivement du blé, de l'orge quotidiennement. Voilà, des productions, un élevage aussi important. On voit ici un certain nombre d'ossements qui reflètent la consommation. On consommait du porc, on consommait du mouton, du bœuf, du poulet, un petit peu comme aujourd'hui. Il n'y a pas tellement là de grandes différences à ce niveau-là, au niveau des animaux qui sont consommés. Et là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait différent de ce qu'on pouvait imaginer. On pense qu'à la fin de l'époque romaine, on a une sorte d'effondrement un petit peu économique et que ces premiers royaumes francs, finalement, sont un peu privés des routes commerciales qui avaient préexisté à l'époque romaine. Ce n'est pas du tout le cas, c'est ce que nous prouve l'étude à la fois maintenant conjointe des textes, mais aussi des objets qui ont été découverts dans les nécropoles, dans les habitats. On voit qu'on a des objets qui viennent de très loin. Par exemple, les grenats. Il y a une analyse, il y a des études en fait actuellement qui sont menées sur toutes les parures de grenats à travers toute l'Europe, notamment au C2RMF avec Thomas Caligaro et Patrick Perrin, mais d'autres équipes également en Allemagne ou en Angleterre. Et on s'est rendu compte que ces grenats venaient donc d'Inde et pas du tout par exemple de Bohême. On en trouve aussi, mais ce n'est pas du tout la majorité. Donc ça veut dire qu'on fait venir des pierres précieuses de très loin. Alors il y a les grenats, il y a le cristal de roche. Plus près de nous, de la Baltique, on va faire venir de l'ambre. On a aussi des coquillages un peu rares qui vont être collectés comme les cyprès qui vont servir d'amulettes. Et au niveau des échanges, on va aussi avoir des esclaves qui vont être une marchandise recherchée. En fait, ces esclaves donc, sont plutôt des Slaves dont on va faire commerce et qu'on va envoyer vers l'Empire byzantin. Donc on n'est pas du tout dans un monde fermé comme on pouvait s'imaginer. On a un commerce maritime qui existe à l'époque romaine, qui reste tout à fait développé, donc, et avec notamment pour l'Austrasie la présence d'un port en Méditerranée qui est celui de Fos-sur-Mer, où on se rend compte qu'on a un trafic assez important. À partir en fait donc du milieu finalement début du 7e siècle, on a des familles austrasiennes qui prennent de plus en plus d'importance. C'est ces familles en fait des mères du palais, on va dire sorte de premier ministre en fait du roi. Et cette famille principale, celle des Pépinides. Donc et notamment Charles Martel qui va donc celui qui vint les Arabes à Poitiers, mais qui est surtout le grand-père de Charlemagne. Et donc son fils, Pépin le Bref, s'empare tout d'abord du pouvoir et ensuite effectivement Charlemagne va essayer de retrouver la grandeur du royaume de Clovis, reconstruire un royaume finalement franc, mais un royaume qui ne va plus se revendiquer du tout comme franc, et on va totalement oublier d'ailleurs les origines austrasiennes de sa propre famille. Et quand on va se trouver à l'époque carolingienne, donc,
on a une sorte de légende noire qui va être bâtie autour des Mérovingiens. Ce sont les rois qui n'auront rien fait, alors qu'effectivement, à partir de Charlemagne, on fait beaucoup de choses et on veut le faire savoir par les textes. Donc ce sont ceux qui ne font rien, ce sont forcément des faits néants. Pas forcément des paresseux, mais ce sont ceux qui ne font rien. Et puis, il est vrai qu'il n'y a pas que des légendes, il y a aussi une histoire familiale, parfois chez les Mérovingiens, qui était un peu complexe, notamment l'affrontement entre les reines de Neustrie et d'Austrasie, Frodégonde et Brunehaut, qui ont émaillé finalement l'histoire mérovingienne de scènes assez cruelles, comme ici le meurtre de Galswinthe, donc la sœur de Brunehaut, donc sous les yeux de son mari, qui a sans doute commandité l'assassinat, et sans doute sur les conseils de sa maîtresse Frodégonde, et Brunehaut qui finit finalement livré aux ennemis et qui va mourir traîné derrière un cheval. Au XVIIIe siècle, on a l'apparition de la fameuse chanson du roi Dagobert, qui est plus destinée à critiquer Louis XVI, mais effectivement, on s'empare d'un souverain mérovingien. Alors, pourquoi aussi s'emparer de Dagobert? Il faut savoir que les rois de France, en fait, eux, n'avaient pas forcément une mauvaise opinion de leurs ancêtres mérovingiens. Parfois, on se revendiquait quand même comme descendants de Clovis, comme descendants d'un certain nombre de rois. Et effectivement, Dagobert Ier faisait partie des rois bâtisseurs, n'était pas forcément un souverain austrasien qui était décrié. Donc effectivement, on pouvait très bien se moquer de Dagobert pour se moquer de Louis XVI. Alors vous aurez bien compris que l'Austrasie finalement a disparu victime de son succès, suite à l'avènement finalement de Charlemagne. Ce terme a failli renaître en 2016 quand on a eu le grand redécoupage des régions. La réforme territoriale avait proposé en fait que la région Champagne, Ardennes, Alsace, Lorraine prenne le nom de Nouvelle-Austrasie. Alors bizarrement, ça n'a pas été choisi, donc c'est la région Grand Est actuellement. Et c'est vrai que c'est un peu normal puisque ce n'est pas, c'est pas un terme qui est très courant et que les personnes ont mémorisé. Pour autant, c'est un royaume qui a vraiment marqué l'histoire européenne, puisque au moment de sa naissance, en fait, il est vraiment au cœur de l'Europe, ce royaume. Il a quand même une certaine extension, puisqu'il va aller jusqu'en Provence. Et par la suite, ce territoire, en fait, le cœur vraiment de l'Austrasie, va toujours être une zone géographique qui va être disputée finalement par d'autres royaumes ou par d'autres pays, et ceci finalement jusqu'au XXe siècle, avec la Seconde Guerre mondiale et finalement le conflit entre l'Allemagne et la France. C'est un royaume finalement qui est au cœur de l'histoire européenne, à la naissance finalement aussi de la civilisation européenne jusqu'à nos jours, puisque c'est toujours le cœur de l'Europe, puisque Strasbourg se trouve en Austrasie. Merci beaucoup à vous.